Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première capsule consacrée au cours Morale et médias avec Pierre Bourdieu. Dans cette première capsule, parce qu'il y en aura deux au total, histoire de couper un peu et de pouvoir respirer, dans cette première capsule, on va traiter des points 1 et 2 qui sont à l'écran. Donc d'abord une introduction, quelques mots sur le personnage qui était Pierre Bourdieu, et puis en lien avec la première page du texte 6, une réflexion et une analyse de son concept, sans doute le concept central de son œuvre, c'est le concept d'habitus. J'aborderai ensuite donc le point 2, critique des médias de masse, toujours en surfant, si vous me permettez l'expression, et en expliquant le reste du texte 6, donc d'abord la diversion des faits divers, et ensuite la circulation circulaire de l'information. Dans une seconde capsule, je traiterai des points 3 et 4, et vous aurez bien évidemment compris que ces deux capsules contiennent de la matière essentielle pour votre second examen en ligne, qui aura lieu au retour de la semaine de relâche, la seconde semaine de relâche, et qui va compter pour 35% de la note finale. Prenez donc des notes, n'hésitez pas à vous arrêter pour revenir sur des éléments qui seraient plus problématiques et également pour pouvoir respirer un peu là, peut-être éviter de tout regarder d'un coup, prenez quelques pauses du moins si vous le pouvez. D'abord donc point 1, l'introduction et plus spécifiquement 1.1, quelques mots sur Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, c'est un auteur et c'est un intellectuel essentiellement du XXe siècle. Comme vous le voyez, il est né en 1930 et il est mort au début du XXIe siècle en 2002. Euh, il était français, il vient d'un petit village du sud-ouest de la France, des origines donc modestes. Son père, pour vous donner une idée, était facteur du village. Et à l'école, il a manifesté des aptitudes qui ont été tout à fait remarquées et remarquables, à un tel point qu'il a pu intégrer un des plus prestigieux lycées. Le lycée, c'est à peu près bon, l'équivalent au Québec de l'école secondaire et du début du cégep, à Paris. Alors il a déménagé, donc à peu près à votre âge, hein, il a déménagé à Paris, il a quitté son village natal et il s'est rendu à la grande ville. Il est passé d'un village de quelques centaines, quelques milliers de personnes à une ville, Paris, donc de plusieurs millions d'habitants. Il est arrivé là avec forcément son bagage culturel, l'éducation qu'il avait reçue et également l'accent qu'il avait, puisque vous le savez sans doute, et si vous ne le saviez pas, vous le saurez, on parle souvent d'accent français, mais en réalité en France, il y a plein d'accents différents. Un Parisien n'a pas le même accent qu'une personne qui vient de Marseille, une personne qui vient de Lille au nord n'aura pas le même accent qu'une personne qui vient de l'Est de la France, et même, parfois on parle d'accent du Sud, eh bien il y a en fait des accents du Sud, et Bourdieu qui venait du Sud-Ouest de la France, ce n'est pas exactement le même accent que l'on a par exemple à Marseille, même si ça n'est que quelques centaines de kilomètres. Finalement, c'est un peu l'équivalent de ce que l'on retrouve au Québec. Une personne du Saguenay n'aura pas le même accent qu'une personne de Québec, et une personne d'Abitibi n'aura pas le même accent qu'une personne qui vient de Montréal. Si je vous parle de cela, de cet accent ou de ces accents, de cette diversité d'accents, c'est que en arrivant à Paris, le jeune Bourdieu, comme je le disais donc, arrive nécessairement avec son bagage culturel qui inclut cet accent très prononcé du sud-ouest de la France. Et d'autre part, je vous l'ai dit, il avait des origines socio-économiques très modestes, il venait pas d'une grande famille noble ou bourgeoise ou quoi que ce soit. Alors quand il arrive à Paris et qu'il intègre ce lycée prestigieux, il se retrouve entouré de jeunes adultes qui viennent entre guillemets d'un autre monde. La très grande majorité en fait de ses camarades de classe proviennent de milieux qui sont aisés, de conditions donc socio-économiques qui sont bien plus favorables aux siennes. Et pardon, et il va subir toutes sortes de moqueries, de petites humiliations à cause justement de son accent, à cause de ses origines socio-économiques qui ne
qui ne ressemblent pas, qui ne sont pas la norme étant donné le contexte dans lequel il se retrouve, à un tel point, voyez-vous, que ces moqueries, ces petites humiliations qu'il subit vont l'amener à perdre son accent du sud-ouest de la France. Il va se forcer, il va s'obliger à perdre son accent natal pour mieux s'intégrer, ou du moins essayer d'être mieux accepté par ses pairs, P-A-I-R-S. Et si je vous parle de ça, c'est parce que il a développé, j'en parlerai pas trop dans la capsule, mais il a développé un concept qui est celui de violence symbolique. En fait, j'en parlerai quand même un peu quand on va aborder l'habitus. Le concept de violence symbolique qui est au cœur de sa réflexion, de ses réflexions, et qu'il a en fait lui-même finalement subi. Donc, sans vouloir tout psychologiser, le fait de remettre l'auteur dans son contexte, on l'a vu avec les autres auteurs que je vous ai présentés, Kant, Bentham, Mill et puis Marx, ça valait en fait, et ça vaut pour tous les auteurs, tous les philosophes qui sont bien évidemment au premier chef des êtres humains. Il y a souvent des correspondances et des influences entre le contexte ou les contextes dans lesquels ces individus ont grandi et la pensée qu'ils ont par la suite développée. Euh, alors si vous tapez par exemple Pierre Bourdieu dans YouTube et que vous écoutez une entrevue de Pierre Bourdieu, vous allez entendre qu'il a plutôt un accent euh, bon, plutôt parisien, mais en fait sachez que ce n'est pas son accent natal. Il s'est fait violence entre guillemets pour changer d'accent, pour changer sa façon de parler et donc être vu autrement. C'est ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs la bonne volonté culturelle. Lorsqu'une personne d'un milieu socio-économique euh, bon, défavorisé ou en tout cas moins aisé va essayer de ressembler et de se faire accepter par les membres d'une classe sociale supérieure. Bourdieu, c'est quelqu'un qui d'abord a étudié en philosophie, il a même d'ailleurs enseigné la philosophie quelques années, et ensuite il a opéré un changement. Il s'est mis à quand même assez brutalement critiquer la philosophie, en tout cas une certaine partie de la philosophie qu'il appelait la philosophie scolastique, qu'il trouvait trop théorique, trop abstraite, et surtout il l'a trouvée euh, insuffisante d'un point de vue de sa pertinence, hein, au sens où il s'est mis plutôt à étudier la sociologie, il s'est ensuite toute sa vie plutôt défini lui-même comme un sociologue, et la sociologie, hein, donc, qui notamment s'intéresse à l'analyse des phénomènes sociaux et puis des individus en tant qu'ils sont et qu'elles sont des actrices et des acteurs sociaux de la société dans laquelle ils vivent et à laquelle ils appartiennent. La sociologie, contrairement à la philosophie, a tout un volet quantitatif avec des sondages, des statistiques, des chiffres qui viennent appuyer, qui viennent prouver, hein, entre guillemets, les dires qui sont avancés, les hypothèses et les théories qui sont avancées par les sociologues. Donc Bourdieu voyait la sociologie vraiment comme une science, hein, comme une science humaine, mais qui a plus finalement de valeur, qui a plus de poids d'un point de vue épistémologique que la philosophie. Malgré tout, je vous fais écrire que malgré tout, il était aussi un philosophe, puisque dans ses ouvrages, jusqu'à la fin de sa vie, il continue de citer des philosophes, simplement des philosophes qui étaient peut-être un peu moins populaires dans l'enseignement de la philosophie en France au XXe siècle. C'est également quelqu'un, Bourdieu, qui, dans les dernières années de sa vie, ouais, la dernière décennie, là, surtout dans les années, à partir des années 90, il va s'engager dans des luttes sociales, il va soutenir publiquement notamment des mouvements sociaux, hein. Au milieu des années 90 en France, en 1995, il y a des mesures gouvernementales qui sont très mal reçues par une grande partie de la population. Il va y avoir des grèves de plusieurs centaines de milliers de personnes qui défilent dans les rues de France, notamment, enfin surtout à Paris, mais pas exclusivement. Et Bourdieu va appuyer publiquement, hein, ces mouvements de grève qui sont une manifestation d'un rejet d'une certaine forme de ce qu'on appelle le néolibéralisme, donc du capitalisme sauvage, si vous voulez. Il va lutter pour davantage de droits pour les travailleurs, pour essayer de également là contrôler un peu plus ou limiter un peu plus le pouvoir des multinationales. Il va également être un des signataires de cette organisation non gouvernementale dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle ATTAC, A2TAC,
Il y a des chapitres un peu partout, il y a un chapitre d'ailleurs à Montréal, et des gens aussi à Québec qui sont impliqués dans cette organisation non gouvernementale qui est donc à vocation internationale et qui désire faire pression sur les gouvernements pour davantage taxer les transactions pardonnez-moi, financières, notamment pour lutter contre l'évasion fiscale, cette pratique qui consiste à déclarer ses revenus dans des pays qui ne sont pas les pays dans lesquels on réalise des profits et les pays dans lesquels ces entreprises ou ces individus vont déclarer leurs revenus sont ce qu'on appelle des paradis fiscaux, c'est-à-dire des endroits où le taux d'imposition est extrêmement bas, voire nul, ce qui permet donc d'augmenter les marges de profit et de faire davantage d'argent. Alors Bourdieu, vous voyez, il avait notamment ce souci à cœur, et il était, comme je le disais, donc un des signataires lors de la fondation de cette organisation non gouvernementale. On peut donc dire que c'était surtout dans les 10 dernières années de sa vie, 10-12 dernières années de sa vie, c'était un militant altermondialiste. Altermondialiste, ça veut dire il rêvait d'un autre monde, hein, alter, autre. Il rêvait d'un autre monde. Il n'était donc pas du tout un fan du capitalisme et du néolibéralisme, mais contrairement à Marx, qui, vous l'aurez compris en écoutant la capsule dédiée à cet auteur, contrairement à Marx qui lui faisait la promotion active d'une rébellion armée contre le capitalisme menant à son abolition, du moins c'était son désir. Bourdieu, lui, n'a jamais émis ce genre de recommandations, il n'a jamais fait d'appel si vous voulez, à la lutte armée, mais il a quand même là clairement exprimé son désaccord profond avec les politiques néolibérales qui ont pris énormément de place au courant du XXe siècle, et d'ailleurs c'est encore, même s'il est mort depuis 2002, c'est encore malheureusement, dirait-il, le cas. Dans ses ouvrages, il s'est intéressé à différents sujets, mais il y a toujours une trame qui l'a intéressé, c'est essentiellement la reproduction des inégalités sociales, des inégalités de richesse, des inégalités d'accès à la culture, une culture qu'on appelle légitime, donc la culture qu'il est bon de maîtriser, qu'il est bon d'avoir. Donc il s'est intéressé à cette reproduction sociale des inégalités. Comment se fait-il que, eh bien, quand on vient d'un milieu, par exemple, défavorisé, on aura tendance à ne pas intégrer des études qui mènent, par exemple, à la médecine ou à l'ingénierie. Inversement, pourquoi est-ce qu'on va retrouver statistiquement plus de fils de médecins ou de fils de profs dans les facs ou dans les universités et dans les programmes pour devenir médecin ou prof, alors qu'on ne retrouvera finalement que quelques exceptions, quelques étudiantes et étudiants qui viennent d'un milieu social plus défavorisé. Il s'intéresse également à la domination. On vous retrouvez ici une terminologie typiquement marxiste. Bourdieu a lu Marx, en fait, comme beaucoup d'autres. Il a été inspiré, influencé par Marx, mais vous allez le voir, il s'en distingue également à différents égards. Ce sera surtout dans la seconde capsule dédiée à Bourdieu que je vais aborder ces différences entre Bourdieu et Marx. Alors, on va maintenant, 1.2, s'intéresser au concept d'habitus, qui est le concept central de sa théorie, de ses réflexions. Alors, dans habitus, vous reconnaissez bien évidemment le mot habitude, habitus est un mot latin, autrement dit Bourdieu ne l'a pas inventé, c'est un mot d'ailleurs que l'on retrouve sous sa forme grecque antique, par exemple chez Aristote, le disciple puis entre guillemets ennemi de Platon, qui a vécu il y a plus de 2000 ans, hein, il y a 2300 ans. Donc c'est pas du tout habitus un mot que Bourdieu a inventé. En revanche, il lui a donné une signification particulière, et c'est cette signification particulière que je vais vous expliquer dans les 2 prochaines diapos. Alors, page 1 du texte 6, je vous avais copié-collé une définition de ce que c'est que l'habitus selon Bourdieu. Il exprime là en une très très longue phrase qui fait la taille d'un paragraphe. Bourdieu était connu pour son style littéraire qui n'était pas des plus fluides, hein, et vous en êtes sûrement rendu compte en lisant cette définition très très longue et qui joue avec les mots. Il dit que l'habitus c'est un ensemble de structures structurées
prédisposé à fonctionner comme structure structurante, et puis ça continue comme ça avec des virgules, des propositions insérées entre virgules, etc. On a du mal à s'y retrouver. Alors, je vais essayer autant que possible de clarifier et de rendre ce concept-là clair à votre esprit. L'habitus, finalement, c'est quoi? Bon, c'est un ensemble de catégories mentales qui nous font voir, qui nous font percevoir le monde, mais aussi qui nous font nous percevoir nous-mêmes, qui nous font réfléchir, qui nous font penser le monde, notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes. Et ces catégories mentales, eh bien, on les a reçues au travers de l'éducation. Depuis que nous sommes nés, nos parents nous ont élevés, et, à force de nous répéter, si vous voulez, des règles de base, des règles morales, de politesse, etc., tous les jours, on les a lentement et profondément incorporées, ces catégories mentales. Dans incorporer, le mot est important, vous retrouvez corps, donc incorporer, c'est faire corps avec, ça veut dire que c'est devenu, si vous voulez, comme une seconde peau, comme une seconde nature, à un tel point qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de faire la distinction entre ce qui est naturel et ce qui est acquis, hein, sous-entendu socialement acquis au travers de l'éducation. Donc l'habitus est un ensemble de catégories de perception et de pensée que nous avons, ces catégories mentales, lentement et profondément incorporées au travers de notre éducation. L'éducation, bon, c'est d'abord, comme je le disais, l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Et c'est aussi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, c'est également par la suite l'éducation que nous recevons à l'école. Donc c'est l'éducation primaire et l'éducation secondaire. Ces catégories de perception, qui sont le produit de notre éducation, et qui nous font voir et penser le monde d'une certaine manière plutôt que d'une autre, elles nous déterminent inconsciemment à penser, à agir et à réagir. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous détermine inconsciemment. Déterminer ici, c'est dans le sens du contraire de la liberté. C'est un peu un synonyme de nous force, si vous voulez, hein, qui nous détermine, c'est-à-dire qui nous force à penser, à agir et à réagir au quotidien, dans toutes les situations, ou à peu près, enfin bon, pas toutes les situations, mais dans beaucoup de situations de notre existence, sauf que ça nous force à le faire de manière inconsciente. Ça se fait à notre insu, nous ne sommes pas conscients du fait que ces catégories sont opérantes, qu'elles sont en train effectivement de nous faire penser, de nous faire agir ou de nous faire réagir d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Dépendamment justement des situations auxquelles nous faisons face, eh bien notre habitus nous permettra, puisque nous en avons chacun un, hein, chaque être humain possède un habitus qui est le produit de son éducation, cet habitus va, selon les différentes situations de l'existence, nous permettre de nous adapter plus ou moins bien à celle-ci. Si nous nous retrouvons par exemple dans un milieu socio-économique que nous connaissons, puisque c'est le milieu socio-économique dans lequel nous avons nous-mêmes grandi, avec des personnes qui ont grandi et qui ont vécu à peu près le même genre d'expérience sociale que nous, eh bien, nos habitus respectifs seront adaptés et la conversation, par exemple, avec une personne qui aura un habitus similaire au nôtre, sera fluide, sera facile, on aura l'impression qu'elle nous comprend, qu'on peut être, entre guillemets, nous-mêmes, puisqu'en réalité, la personne qui est en face de nous et qui interagit avec nous a un habitus qui est similaire. En revanche, si tout à coup on vous parachute dans un milieu social qui n'est pas le vôtre, si par exemple, je ne sais pas, vous provenez d'un milieu social plus modeste et que tout à coup on vous parachute dans une élite sociale, hein, où les références culturelles, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de marcher, etc. est très différente, eh bien, votre habitus va avoir beaucoup plus de mal justement à vous adapter et les membres du groupe dans lequel vous venez d'être parachuté vont sentir très rapidement, avant même de le verbaliser, ils vont sentir très rapidement que vous n'appartenez pas à ce monde-là. Je vous recommande d'ailleurs à ce titre, c'est à l'écran, vous l'avez sans doute déjà peut-être même lu, le film de Woody Allen en 2016 qui s'appelle Café Society, qui met en scène un jeune homme que vous voyez à l'écran en haut à gauche de la diapo, qui est lui issu d'un milieu très modeste et qui tombe amoureux d'une jeune femme qui appartient à une élite sociale. Alors, bon, c'est une comédie romantique, mais une des questions en toile de fond, c'est est-ce que son habitus va lui permettre de s'adapter à ce milieu? Il va devoir tout à coup s'habiller différemment, parler différemment, essayer de développer d'autres goûts, des goûts sociaux qui ne sont pas les siens, puisque justement en fonction du milieu duquel il vient, ce n'était pas ces références-là qu'on lui avait inculquées au travers de son éducation.
Autre film que vous connaissez sans doute beaucoup, enfin que beaucoup d'entre vous connaissez sans doute, excusez-moi, c'est le film Titanic de 1997 de James Cameron, si je ne me trompe pas, je ne pense pas me tromper, et dans lequel on a il y a une scène, c'est la scène que j'ai mise à l'écran, c'est la scène du restaurant, où le personnage principal, joué par l'acteur américain Leonardo DiCaprio, qui est amoureux de l'héroïne du film, jouée par l'actrice Kate Winslet, se retrouve, alors que lui vient d'un milieu pauvre, très modeste, se retrouve, puisqu'il est amoureux de cette jeune femme, il se retrouve, bon, à un moment donné, à table avec des gens qui appartiennent à un autre monde, à un autre milieu social, et il sent, et d'ailleurs en fait tout le monde sent très rapidement qu'il n'appartient pas à ce monde, même si il s'est pour l'occasion habillé avec un beau costume, etc. Il se retrouve un peu perdu, si vous voulez, à cette grande table où il y a plusieurs assiettes, plusieurs fourchettes, plusieurs couteaux, plusieurs verres. Il ne sait pas exactement lesquels il doit ou laquelle il doit utiliser, quelle cuillère pour quel plat, quel verre pour quel type de vin, etc. Et d'ailleurs, plusieurs des convives ne manquent pas de se moquer de lui pour lui faire ressentir, hein, justement on parlait de violence symbolique tout à l'heure, pour lui faire ressentir son inadaptabilité, le fait que son habitus n'est finalement pas du tout adapté à cette situation. Page 7 du texte 6, Bourdieu utilise la métaphore pour parler de l'habitus, enfin, plus spécifiquement des catégories mentales dont il est question. Il utilise la métaphore de la paire de lunettes. C'est un peu comme si vous voulez, chacun d'entre nous, on avait une paire de lunettes invisible sur le bout du nez. On ne s'en rend pas compte, mais cette paire de lunettes, elle est quand même là. Et les verres de ces lunettes sont le produit de notre éducation. Et donc vont nous faire voir, vont nous faire penser, vont nous faire agir d'une certaine manière, vont nous faire réagir d'une certaine manière, encore une fois, de façon plus ou moins adaptée aux situations auxquelles nous faisons face. Donc notre culture joue un très grand rôle, la culture que nous recevons joue un très grand rôle dans la formation de notre habitus, nos opinions politiques, religieuses. Hein, je suis à peu près persuadé que la plupart d'entre vous, vous avez la même religion que vos parents, ou même la même absence de religion que vos parents. Il y a peut-être quelques exceptions, mais il y a fort à parier que si vos parents sont chrétiens pratiquants, vous êtes peut-être vous aussi chrétien pratiquant. Inversement, si vos parents sont agnostiques ou athées, je donnerai beaucoup là, et je suis à peu près persuadé que la grande majorité d'entre vous dont les parents sont athées, c'est-à-dire ne sont pas religieux, eh bien vous ne l'êtes pas non plus. C'est pas un hasard, vous vous êtes pas réveillé un matin en vous disant je vais moi aussi je décide moi, je sais pas, à 5 ans là, je décide d'être athée. C'est toute l'influence que vous avez, que nous avons subie, donc c'est normal d'un point de vue sociologiquement parlant. Les goûts, vos goûts musicaux. Bourdieu, dans un livre qui s'appelle La Distinction, qui est un excellent ouvrage là, qui est assez difficile d'accès, mais qui est très intéressant, je vous recommande. Dans La Distinction, Bourdieu démontre comment les goûts, les jugements de goût que nous avons en termes de musique, de nourriture, d'art, de fréquentation des musées, le type d'humour que nous aimons, etc. Il montre comment les jugements de goût ne sont pas l'affaire de choix individuels, mais sont vraiment à mettre en lien avec les conditions socio-économiques et le milieu de classe sociale dans lequel nous avons grandi. C'est pour ça qu'il y a des choses qui font rire certaines personnes et pas d'autres. Peut-être pas en entier, mais du moins grandement, c'est selon Bourdieu, très influencé, voire déterminé par notre habitus, c'est-à-dire ultimement par les conditions socio-économiques dans lesquelles on a grandi. Nos manières de se comporter, j'en parlais tout à l'heure, notre façon de parler, de marcher, même de manger, de s'habiller, hein, les styles vestimentaires vont changer d'une personne à l'autre. Pour la majorité, Bourdieu explique que c'est pas encore une fois là un choix purement individuel, c'est à mettre en lien avec notre habitus, et ça se fait inconsciemment. Hein. On a même cette impression parfois d'être libre de choisir, alors qu'on est d'autant moins libre qu'on a cette fausse impression de l'être. C'est une idée qu'on avait déjà abordée, rappelez-vous, avec Marx. Toujours par rapport à l'habitus, je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous, chacune d'entre nous, possède un habitus qui est différent, mais et là vous retrouvez encore une influence très marxiste dans le choix des mots. Bourdieu
pense qu'il existe quand même des habitus de classe sociale. En fait, j'en ai parlé dans les dernières minutes. Pourquoi est-ce que, bon, même si chaque personne est unique et chaque personne a un habitus qui lui est propre, pourquoi est-ce que malgré tout, il existe quelque chose comme des habitus de classe sociale? Eh bien parce que les personnes qui grandissent dans des conditions socio-économiques qui sont similaires, dans les mêmes quartiers, avec des parents qui, euh, euh, qui, euh, qui travaillent dans les mêmes milieux plus ou moins, qui ont des revenus similaires, etc., vont vivre finalement le même genre d'expérience sociale, hein, dans la même idéologie, dans la même morale, etc., ce qui va les amener finalement à développer des habitus pardon, qui se ressemblent. Ils ne sont pas identiques, mais ils se ressemblent suffisamment pour qu'encore une fois, on se sente très à l'aise avec ces gens-là et dans ces milieux-là, puisque ce sont justement des gens qui ont des habitus similaires aux nôtres. Alors, quelques exemples d'habitus de classe, puisqu'on va en parler beaucoup dans cette capsule et la prochaine. Les journalistes qui travaillent dans les grands médias de masse, notamment privés, vont, à force de frayer dans les mêmes milieux, développer des habitus qui se ressemblent, et donc penser et voir le monde d'une certaine manière plutôt que d'une autre, ce qui va expliquer d'ailleurs, on va en parler tantôt, leur principe de sélection. Les patrons de petites et moyennes entreprises vont développer également, puisqu'ils vivent à peu près le même genre de réalité, de contraintes, de critères, etc., des habitus qui se ressemblent, qui ne seront d'ailleurs pas les mêmes que les patrons de multinationales, hein. Les deux sont des patrons de PME et de multinationales, mais la réalité vécue au quotidien est différente. Alors, il y aura plus de liens à faire, il y aura plus de ressemblances entre l'habitus, par exemple, de Mark Zuckerberg à Facebook et celui de Jeff Bezos pour Amazon, qu'avec l'habitus d'un petit ou moyen entrepreneur de Charlesbourg. Les ingénieurs vont aussi avoir tendance finalement, puisqu'ils se côtoient régulièrement, travaillent ensemble, et puis se voient peut-être aussi en dehors du travail, deviennent amis, etc. Alors ça vaut pour finalement à peu près toutes les catégories, hein, les étudiants, étudiantes, dans une certaine mesure, c'est un peu plus hétérogène, mais après, bon, comme je le disais, dans les programmes, hein, on va voir par exemple que dans les programmes de médecine à l'université, statistiquement, on va retrouver beaucoup plus de jeunes qui proviennent eux-mêmes de milieux sociaux, économiques favorisés, dont beaucoup de parents d'ailleurs sont aussi des médecins. Les professeurs comme moi par exemple, ça sera toujours plus facile pour moi de discuter avec une autre personne qui est également professeur, euh, elle vit une réalité qui est semblable à la mienne. Les prolétaires, les ouvriers non spécialisés, il y en existe encore des millions dans le monde, ils sont surtout dans les pays, on en a parlé avec Marx, les pays en développement, les pays pauvres qui sont en développement, vont aussi, hein, puisqu'ils n'ont pas eu accès à l'éducation, sont forcés de travailler dans des conditions souvent très mauvaises. Repensez aux ouvriers là, du Congo dont des enfants qui vont au fond de la mine là, dans des conditions absolument terribles, au risque de leur santé, pour aller récupérer du cobalt qui se retrouve dans la batterie de l'ordinateur que j'utilise et que vous utilisez de votre côté également, vont aussi développer des habitus qui sont similaires. Le film Parasite, c'est un film sud-coréen 2019 qui a gagné plusieurs Oscars, dont l'Oscar du meilleur film. C'est un excellent film, il est disponible à la bibliothèque du Cégep si ça vous intéresse, vous pouvez le visionner gratuitement. Et ce film est une espèce de satire, une réflexion sous la forme un peu d'une comédie, mais comédie à l'humour noir, qui aborde la question des classes sociales, de la discrimination et des inégalités. Alors vous pourrez le mettre en lien, si vous le regardez, là vous pourrez mettre ce film en lien avec tout ce dont j'ai parlé dans les dernières minutes à propos de ce concept d'habitus. On va maintenant passer au point 2, qui est la critique des médias de masse, que j'abrévie MDM pour aller un peu plus vite dans votre prise de notes. Alors Bourdieu, dans un ouvrage de 1996 qui s'appelle Sur la télévision, il veut démontrer que les médias de masse, en fait, ne peuvent pas être objectifs. Objectifs, c'est-à-dire impartiaux, neutres, c'est impossible. Pour deux raisons. D'abord, leur nature fait en sorte que cette objectivité est impossible à atteindre. Ce sont les médias de masse, en tout cas pour les médias de masse privés, ce sont des entreprises. Des entreprises doivent nécessairement faire du profit, et dans les médias, le profit se fait à peu près, pas exclusivement, mais très majoritairement, grâce à la publicité. Dans la prochaine capsule, on va aborder là vraiment de front, avec beaucoup d'exemples très concrets,
les liens entre la publicité, les codes d'écoute, comme on les appelle au Québec, ou l'audimat, ce qui revient au même. Donc ces pressions qui s'exercent sur les journalistes qui travaillent dans les grands groupes médiatiques, notamment privés, puisque les médias publics dépendent un peu moins de la publicité, puisqu'ils sont financés par l'argent public et par l'État. Donc leur nature même fait en sorte que cette objectivité est impossible à atteindre, et leur manière de fonctionner également les empêche d'atteindre une objectivité parfaite qui en fait selon Bourdieu de toute manière n'existe pas. Là encore vous voyez l'influence de Marx. Bourdieu pense que finalement les médias de masse jouent un peu le rôle que les religions jouaient dans la théorie de Marx, à savoir qu'ils serviraient selon Bourdieu de relais, de moyens de transmission, de diffusion de la morale dominante. Donc là encore des termes que vous connaissez, une terminologie qu'on a étudiée avec Marx. Et ce relais, cette diffusion se ferait en lien avec ce qu'on a dit de l'habitus, plus ou moins consciemment, et en fait plutôt inconsciemment que le contraire, selon Bourdieu. C'est-à-dire que les journalistes participent inconsciemment à la reproduction et à la reproduction des inégalités. Il les légitime, mais inconsciemment, et il participe par le fait même à la transmission, encore une fois inconsciemment, des grandes valeurs dominantes de la société dans laquelle on vit. Donc cette idéologie, c'est l'idéologie capitaliste et néolibérale. La thèse de Bourdieu, vous la retrouvez page 6, c'est une citation d'où les guillemets, c'est de dire que les médias cachent en montrant. Voilà une thèse qui est paradoxale, puisque un paradoxe c'est une apparente contradiction. Si en principe je cache quelque chose, je ne suis pas en train de le montrer, et inversement, si je vous montre quelque chose, je ne suis pas en train de le cacher. Bourdieu pense que les médias font les deux en même temps. Ils cachent et ils montrent en même temps. Voilà qui est curieux. Cette terminologie, un cacher en montrant, ça pourrait vous faire penser qu'il s'agit d'un complot. On est à une époque où les théories du complot fusent et notamment grâce ou à cause, plutôt faudrait-il dire, des réseaux sociaux là, qui leur permettent justement à ces théories-là de rejoindre énormément de gens en très peu de temps. Ce qui est problématique, mais c'est pas un complot en réalité. Pour Bourdieu, les médias, quand il écrit que les médias cachent en montrant, il n'est pas en train de nous dire qu'il y a quelques personnes qui sont en train donc de comploter là, dans un sous-sol, en train de dire on va faire exprès de cacher des choses et puis d'en montrer d'autres, et puis on a un plan pour gouverner le monde ou je ne sais quoi. C'est pas une théorie du complot, même si effectivement les termes là pourraient le laisser penser. 2.1 La diversion des faits divers. Alors, page 6, la denrée la plus rare à la télévision, la denrée, c'est-à-dire la nourriture, ce qui est le plus précieux, ce qui est le plus rare, c'est le temps. Un journal télévisé dure par exemple 1 heure, et donc on a 1 heure pour parler de tout ce qui s'est passé dans la province, dans le pays et dans le monde. À la radio, notez que c'est la même chose, un journal d'information radiophonique va durer également, je sais pas, une demi-heure ou 1 heure. Alors il faut sélectionner dans toutes les nouvelles qui se sont produites depuis 24 heures, si c'est souvent le cas, un journal qui est quotidien. Il faut sélectionner donc ce qui est digne de mention, du moins ce qu'on estime à tort ou à raison être digne de mention. Le temps est donc très précieux. Dans les journaux écrits, j'ai mis ça entre crochets, puisque dans le texte de Bourdieu, le livre s'appelle Sur la télévision, il parle donc essentiellement de la télévision et en plus de la réalité médiatique télévisuelle française des années 90, mais on peut faire l'exercice, on peut étendre cette réflexion à l'ensemble des médias. Dans les journaux écrits, c'est l'espace qui est la nourriture la plus, entre guillemets, la nourriture la plus rare, la denrée la plus précieuse, c'est l'espace. Sur Internet, qui existait déjà un peu à l'époque où Bourdieu a écrit son ouvrage, mais vraiment pas du tout dans la même mesure qu'aujourd'hui, ça serait plutôt le temps d'attention. C'est la visibilité, le fait d'être visible, le fait que on va essayer de faire en sorte que nous cliquions sur, admettons, le lien, pour ensuite essayer de nous retenir le plus longtemps possible sur le site, puisque les algorithmes sont capables de calculer le temps que nous passons sur tel ou tel site, afin ensuite que le propriétaire de ce site puisse vendre des espaces publicitaires à des entreprises qui cherchent de potentiels clients, c'est-à-dire nous, les utilisateurs. Le paradoxe que Bourdieu remarque, c'est que à la télé, dans les grands médias de masse privée, très souvent, il y a
il y a une place prépondérante qui est accordée à des nouvelles qui ne sont pas très importantes, c'est-à-dire des faits divers qu'il qualifie de futiles. Donc on remplit du temps précieux, du temps limité, avec des nouvelles, des faits divers qui ne sont pas importants. Voilà qui est paradoxal. C'est un peu ce qu'il veut dire quand il dit les médias cachent en montrant, c'est-à-dire qu'ils nous montrent des choses, ils nous parlent de faits divers, mais du même coup, il ne reste plus de temps, ou en tout cas moins de temps, pour aborder les nouvelles qui sont plus importantes. Et des nouvelles, vous reprendrez le texte 6, qui, selon Bourdieu, sont nécessaires, sont indispensables à l'exercice de notre citoyenneté. Alors, quelles sont ces nouvelles importantes? Quelques exemples, eh bien, parler justement de la reproduction des inégalités sociales, parler de corruption, de financement des guerres, de discrimination à l'embauche, au logement, en fonction de notre couleur de peau, de notre religion, de notre sexe, de notre genre, de notre style vestimentaire, etc. etc. Parler d'évasion fiscale, qui, je le disais tout à l'heure, fait perdre des milliards, hein, c'est pas des blagues, en dollars canadiens chaque année à l'économie canadienne, et puis la même chose se retrouve proportionnellement pour le Québec. Page 6, Bourdieu est très clair, et il aime bien jouer avec les mots, il écrit donc que les faits divers sont des faits qui font diversion. Alors faire diversion, hein, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans notamment la terminologie militaire, dans le domaine militaire, on dit faire diversion, c'est attirer l'attention quelque part pour pouvoir faire une manœuvre de contour par exemple, et prendre à revers l'ennemi. C'est donc à comprendre, ou un prestidigitateur, un magicien ou un illusionniste va aussi faire diversion, il va attirer votre attention quelque part, et pendant que vous êtes très occupé à regarder ce qu'il a envie que vous regardiez, eh bien il est en train de faire autre chose, ce qui nous semble ultimement quelque chose qu'on n'a pas vu, et ultimement on se dit oh waouh, c'est absolument incroyable. Donc faire diversion, c'est au double sens, très important, hein, faire diversion, c'est au double sens de détourner l'attention ou d'attirer l'attention sur quelque chose, mais c'est aussi au sens de divertir, c'est-à-dire occuper notre esprit. Hein. Quand par exemple, vous avez cet exemple depuis quelques minutes à l'écran, le journal de Montréal le 1er avril 2014, donc il y a jour pour jour 7 ans, le journal de Montréal décide de faire sa une sur un fait divers, donc vedette porno malgré elle, avec une jeune femme dont la photo est floutée. Eh bien, on occupe un espace, là en l'occurrence, absolument énorme, c'est à peu près 50, 40, 50% là, de l'espace disponible sur la une de ce journal, pour parler finalement d'un fait divers. Hein. C'est très dommageable pour cette jeune femme si elle s'est retrouvée effectivement vedette porno malgré elle. Il ne s'agit pas là de trancher est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Je suis dans une analyse simplement là du choix qui est fait, mais ça reste un fait divers si vous voulez. D'ailleurs, puisqu'on parle de la une de ce journal qui est à l'écran, vous voyez que juste au-dessus il y a également un autre fait divers, hein, avec une photo donc d'une jeune femme. Un camp pour obèse a changé sa vie, très bien pour elle, ça reste un fait divers. Et puis sinon vous avez donc plutôt en haut à gauche une publicité, et je dis bien une publicité et non pas un article, pour La Voix, cette émission que vous connaissez sans doute au moins de nom. Je dis une publicité, pas un article, parce que La Voix, ça passe sur TVA, que TVA appartient à Québecor, et que le Journal de Montréal appartient également à Québecor. Donc c'est pas un article, en réalité c'est une publicité pour dire allez consommer un autre produit qui nous appartient également sur cette chaîne TVA, qui d'ailleurs, vous le savez peut-être, est la chaîne la plus consommée, la plus regardée au Québec tous les jours. Toujours page 6 du texte 6, les médias de masse finalement sélectionnent de manière arbitraire, vous vous rappelez peut-être de ce terme arbitraire, c'est-à-dire qui n'est pas justifié rationnellement, des nouvelles omnibus. Omnibus est en italique, c'est un terme latin. Qu'est-ce que ça veut dire? Des nouvelles omnibus, c'est une autre façon finalement de dire des faits divers futiles. C'est des nouvelles qui s'adressent à tout le monde, c'est-à-dire en fait à personne en particulier, peut-être à part les personnes qui sont directement concernées par le fait divers en question. Et surtout, ce sont des nouvelles qui ne divisent pas, qui ne soulèvent pas de débat sociétal, qui ne nous permettent pas de pratiquer notre citoyenneté de façon intelligente. Alors c'est du temps finalement qui est perdu, du temps précieux qui est perdu pour aborder des nouvelles qui ne font que nous divertir, encore une fois au sens de occuper notre esprit, et également, hein, je dis bien et non pas ou, le détourner vers ces nouvelles qui ne sont que de peu d'importance.
Le sensationnalisme, hein, Bourdieu est très clair dans le texte, page 7, il explique que bon, c'est un grand classique, hein, les nouvelles qui abordent bon, des questions de violence, des questions sexuelles, des drames locaux, etc., sont la pâture de beaucoup de médias de masse, notamment privés, pas exclusivement, mais notamment privés. Donc tout ce qui va être sensationnaliste, tout ce qui va faire sensation, ces nouvelles-là sont souvent sélectionnées par de nombreux journalistes et on va voir pourquoi hein, dans les prochaines minutes. C'est pas un hasard. On va mettre l'emphase donc sur le spectacle. Je vous enverrai un petit exemple vidéo là, du générique du journal télévisé de TVA là, avec une musique grandiloquente, des images en 3D, etc. On a quasiment l'impression de commencer un film hollywoodien à la Star Wars. Et puis la dramatisation. Donc on va mettre en scène les faits divers qui sont rapportés, éventuellement on va peut-être exagérer un peu avec des formules en poulet pour essayer le plus possible là d'attirer l'attention et de surtout conserver l'attention pour que le téléspectateur ou la téléspectatrice continue de consommer ce produit, c'est-à-dire en fait continue de regarder ce journal télévisé et donc ultimement cette chaîne, c'est-à-dire cette entreprise privée. Le problème, Bourdieu nous dit, bah, c'est que ce qui est sensationnel pour les journalistes, hein, bon, par exemple cette capture d'écran d'un article du Soleil qui date de l'an dernier, hein, un sexagénaire se masturbe sur sa civière à la baie, visiblement c'était d'intérêt pour le ou les journalistes qui ont sélectionné cette nouvelle-là. Je ne sais pas ensuite si pour le public et pour le bien public c'était une nouvelle qui était digne de mention, mais il y a tout un article, il y a du temps qui a été pris pour faire cet article-là, et il y a du temps qui a été consommé par les gens qui ensuite l'ont lu. Le temps qui a été pris pour lire cet article-là n'a pas été pris pour lire peut-être un autre article plus pertinent. Sur le site du Journal de Québec et de Montréal, le Journal de Québec et Montréal c'est la même chose, c'est simplement appliqué à ces deux villes-là avec quelques différences. Vous avez une rubrique qui s'appelle le sac de chips, alors ça s'invente pas, dans laquelle eh bien, il y a des, entre guillemets, des articles qui vous nourrissent, qui vous divertissent là, de l'équivalent de chips, l'équivalent de croustilles, mais sous forme de faits divers qui sont supposés être croustillants, comme c'est indiqué sur la capture d'écran et sur le site. Et en réalité, bah, c'est des nouvelles qu'on appelle people, là, donc sur les célébrités qui se sont mis ensemble, au contraire qui se sont séparés, des petites vidéos de chats qui sont supposément drôles, etc. Donc ça passe quand même, il faut le rappeler, c'est quand même dans le Journal de Québec et Montréal, qui est le plus lu tous les jours au Québec. C'est pas un petit journal là, c'est le journal le plus consommé tous les jours. Et même dans les rubriques qui ne sont pas le sac de chips, donc dans d'autres rubriques, certes, il y a des articles qui concernent la politique, qui concernent des phénomènes qui concernent davantage le bien public, mais il y a quand même aussi, il faut le reconnaître, et vous le savez peut-être déjà, une place prépondérante qui est prise par justement des faits divers, hein, très sensationnalistes. Deux exemples de ce qui a été dit précédemment, à savoir que ce qui semble spectaculaire, sensationnel ou sensationnaliste pour les journalistes ne l'est pas forcément pour tout le monde. D'abord, le premier exemple, c'est l'exemple des banlieues. Alors j'ai mis banlieue ici entre guillemets, puisque en France, lorsqu'on dit les banlieues, on réfère essentiellement à des quartiers plus pauvres d'un point de vue économique, où on retrouve des taux de chômage qui sont plus élevés. Et souvent, en fait bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, lorsqu'on aborde ces quartiers-là, c'est pour parler de violence urbaine, c'est pour parler d'intervention policière, c'est pour parler de chômage, c'est pour parler de minorités ethniques. Et donc au bout d'un moment, si vous voulez, on en vient à oublier qu'il y a aussi en fait dans ces quartiers plein de gens qui travaillent de façon courageuse, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui ne demandent rien à personne. Et on en vient finalement un peu inconsciemment, hein, c'est pas forcément consciemment, mais inconsciemment à faire des liens de cause à effet entre tel type de population égale tel type de réalité, égale tel type de comportement, égale tel type de crime, et puis ça vient soit créer, soit renforcer des stéréotypes. Le deuxième exemple, c'est d'autant plus vrai depuis les attentats du 11 septembre 2001, c'est l'exemple des Arabes qui, dans certains médias de masse, autant aux États-Unis
États-Unis, si vous prenez Fox News ou dans d'autres chaînes. On va, souvent quand on parle des Arabes, on va souvent parler des musulmans, comme si tous les Arabes étaient musulmans, ce qui n'est pas vrai. Certes, la plupart des Arabes sont effectivement musulmans. Ensuite, on va oublier qu'en fait, tous les musulmans ne sont pas arabes, hein. Par exemple, le premier pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Les Indonésiens, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas des Arabes, ce sont des Asiatiques. Ensuite, on va parler d'islam, et puis dans la même phrase ou la phrase d'après, on va dire islamisme, hein, ce qui peut sembler la même chose, mais qui en fait ne l'est pas, puisque l'islamisme, c'est une pratique très conservatrice avec un agenda politique de l'islam, l'islam étant simplement le nom de la religion, l'équivalent du catholicisme ou du protestantisme ou du bouddhisme. Et puis, consciemment ou non, on va aussi faire des liens avec le terrorisme. Alors là encore, quand on met tout ça dans la même marmite sans trop faire de distinction terminologique, hein, Bourdieu est très, très vindicatif dans son texte. Là, il dit parfois j'ai envie de reprendre les mots de chaque journaliste pour lui expliquer que ce qu'il est en train de dire, en fait, il ne le maîtrise pas, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, mais il le dit quand même, et donc il fait des ravages du point de vue des croyances des auditeurs, des téléspectateurs qui l'écoutent ou qui le regardent. Finalement, le choix des mots et des thématiques vont soit créer ou renforcer des stéréotypes à l'égard de populations qui sont déjà marginalisées à cause de leur couleur de peau, à cause de leur religion, à cause de leur sexe, à cause de leur genre ou de leur opinion politique, etc., etc. Toujours par rapport à la formation des opinions, puisque c'est ce dont il est question, eh bien, on peut dire que pour Bourdieu, à force de présenter l'information d'une certaine manière, hein, de sélectionner certains types d'informations et pas d'autres, eh bien, les médias de masse incitent inconsciemment, plus ou moins consciemment, mais plutôt inconsciemment que le contraire, ils incitent le public à penser d'une certaine manière et pas d'une autre. Je vous donne un exemple assez flagrant. En 2015, il y a une étude qui a été menée sur le climato-scepticisme au Québec. Qu'est-ce que c'est que le climato-scepticisme? Bon, vous le savez sans doute, mais c'est un ensemble de théories qui prétendent, contrairement d'ailleurs au consensus scientifique établi depuis des années, que il n'y a alors soit pas de dérèglement climatique, ou que s'il y en a, ce n'est pas la faute de l'activité, c'est-à-dire de la pollution humaine. En 2015 au Québec, il y avait 25% de gens qui se déclaraient climato-sceptiques. Donc un Québécois quand même sur 4, ce qui est déjà beaucoup. À Montréal, c'était 23%. Et à Québec, dans la ville de Québec, c'était 44%. C'est-à-dire presque le double du taux provincial. Comment on explique ça? Alors je peux pas le prouver, mais on doit quand même reconnaître que dans la ville de Québec, il y a deux radios à l'intérieur desquelles quelques chroniqueurs et animateurs depuis quelques années se déclarent climato-sceptiques. Ces deux radios sont parmi les trois plus écoutées dans la ville de Québec, et je suis prêt à parier que si il n'y avait pas ces chroniqueurs qui se déclarent climato-sceptiques et qui crient au mensonge, au complot, etc. depuis des années, je suis à peu près sûr, je ne peux pas vous le prouver, donc j'en fais l'hypothèse, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que c'est raisonnable de faire cette hypothèse-là. Je suis à peu près sûr que si il n'y avait pas ce discours climato-sceptique dans la bouche de plusieurs chroniqueurs populaires de deux radios de Québec privées depuis des années, je suis à peu près sûr que le taux de climato-sceptique dans la ville de Québec, en réalité, ressemblerait sans doute au taux provincial. Je ne sais pas non plus si en 2021 ce taux a évolué, s'il a baissé, s'il a stagné ou s'il a augmenté, mais en tout cas c'était le cas en 2015. En leur soumettant les catégories de leur habitus, comme si finalement elles étaient évidentes et universelles, puisque rappelez-vous, l'habitus, on l'incorpore inconsciemment, hein, c'est comme une seconde nature, c'est comme une seconde peau, et bien finalement, certains animateurs, certains chroniqueurs en viennent à véhiculer des stéréotypes et renforcer les croyances du public. Page 8 du texte 6, la télévision devient l'arbitre de l'accès à l'existence. En réalité, la citation complète, c'est à l'existence sociale et politique. C'était d'autant plus vrai dans les années 90. Aujourd'hui, Internet est également beaucoup utilisé par énormément de personnes pour s'informer. Mais dans les années 90, à l'époque où Bourdieu écrit son ouvrage sur la télévision, beaucoup de gens ne s'informent qu'avec la télévision. En France, par exemple, le journal télévisé de TF1, qui est la première chaîne privée, c'est-à-dire la première, c'est la plus consultée, la plus consommée. C'est quasiment une messe quotidienne,
là, pour des millions de Français qui vont écouter le journal télévisé de TF1 de 20h à 21h tous les soirs et ne pas nécessairement s'informer ailleurs que là. Ça signifie que si dans ce journal télévisé, la même chose est vraie d'ailleurs pour le journal de TVA au Québec, qui est le plus consulté tous les jours par nos concitoyennes et nos concitoyens, si TVA décidait ce soir de ne pas parler de telle nouvelle, étant donné que beaucoup de gens ne s'informeront que par ou majoritairement par le journal télévisé de TVA, eh bien c'est un peu comme si finalement cet événement n'existait pas. En fait il existe, mais puisqu'il n'a pas été choisi, puisqu'il n'a pas été sélectionné dans le journal télévisé X, Y ou Z, eh bien il demeurera totalement inconnu des téléspectateurs et des téléspectatrices. On aborde maintenant 2.2, c'est le dernier sous-point qui va clore cette première capsule, c'est la circulation circulaire de l'information. Page 9 du texte 6, là encore vous voyez que Bourdieu aime bien jouer avec les mots. Il aurait peut-être fait un bon rappeur. Je dis ça évidemment un peu à la blague, mais il avait ce souci là de jouer avec les sonorités et de jouer avec les mots comme les poètes et puis comme les bons rappeurs. Je précise les bons rappeurs. La thèse de Bourdieu est encore une fois une thèse paradoxale. Je vous rappelle qu'un paradoxe, c'est une apparente contradiction. Bourdieu dit, moi j'ai rien contre la concurrence. Autrement dit, d'ailleurs, vous comprenez par cette phrase-là, quand vous relirez le texte, que contrairement à Marx, Bourdieu n'était pas opposé fondamentalement au libre marché, même s'il avait beaucoup de doutes à son égard. Il dit, j'ai rien contre la concurrence, mais je constate que quand des médias sont en concurrence les uns avec les autres, et bien finalement, au lieu de diversifier les contenus, ça fait plutôt le contraire, ça homogénéise les contenus. Les contenus sont similaires, voire identiques, alors que tous ces médias sont en concurrence les uns avec les autres. Les sujets abordés d'une chaîne à l'autre sont souvent les mêmes et parfois même dans le même ordre. Exemple dans la presse écrite à Québec, si on prend les deux grands quotidiens de la capitale nationale, le Journal de Québec et le Soleil, qui sont donc deux médias privés, deux médias écrits privés, qui sont en concurrence l'un avec l'autre. Certes, je ne vais pas caricaturer mon propos, il y a des différences notables parfois entre les sujets traités, la manière dont les sujets sont traités entre le Soleil et le Journal de Québec, mais grosso modo, vous retrouvez quand même à peu près au moins 75% de nouvelles qui sont similaires. Et parfois même, dans les sections internationales de ces journaux-là, vous retrouvez les mêmes articles. On va en parler dans les prochaines minutes. Pourquoi justement? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une circulation circulaire de l'information? C'est-à-dire pourquoi est-ce que les contenus journalistiques sont homogènes malgré le fait qu'ils soient émis par des médias qui sont en concurrence les uns avec les autres? Eh bien ça s'explique de trois manières. Il y a trois raisons qui permettent d'expliquer la circulation circulaire de l'information selon Bourdieu. La première raison, c'est la revue de presse. La revue de presse, c'est un exercice que les journalistes auxquels ils doivent procéder tous les jours, tous les matins, c'est parcourir l'ensemble des contenus journalistiques de la concurrence pour voir ce qui va être dit aujourd'hui, ce qui a été écrit, ce qui va être analysé, ce qui va être sélectionné. Et à force de pratiquer cet exercice de la revue de presse, les journalistes en finissent par, c'est à cause de leur habitus, là encore inconsciemment, ils en finissent selon Bourdieu, par penser à tort que tout le monde fait ça, que tout le monde lit les journaux, que tout le monde fait un peu un tour d'horizon quotidiennement de l'ensemble des contenus journalistiques. Or, c'est faux. La plupart des individus ne vont s'informer que grâce à une chaîne ou un média en particulier. Parfois, ils vont, je sais pas, écouter par exemple telle radio et puis aussi lire quelques articles sur tel site de tel journal, ou au contraire vont écouter tel journal télévisé et puis par ailleurs vont lire tel journal écrit. Mais la plupart d'entre nous, on va avoir tendance à s'informer auprès d'une source, peut-être deux, mais bien souvent une source principale. Page 10, Bourdieu écrit, pour savoir ce qu'on va dire, on c'est les journalistes, donc pour savoir ce qu'on va dire, il faut savoir ce que les autres
on dit. C'est tout je parlais au début de la capsule du fonctionnement des médias de masse qui explique le fait qu'ils sont incapables d'être objectifs. C'est justement ça, hein, on arrive vraiment là au cœur de l'explication de cette thèse. Finalement, Bourdieu nous montre et explique que les médias en viennent à se copier mutuellement pour ne pas rater ce qu'on appelle de scoop. Hein, le scoop, c'est l'information qui a été traitée uniquement par nous et pas par la concurrence et qui fait en sorte qu'on va pouvoir attirer plus de monde sur notre chaîne et qu'on va gonfler nos codes d'écoute, c'est-à-dire notre audimat. Vous retrouvez cette expression ne pas rater de scoop à la page 8 du texte 6. Donc c'est comme ça que ça fonctionne concrètement, si vous voulez, dans les salles de rédaction, et ça se traduit par ce besoin perpétuel de dire ok, qu'est-ce que la concurrence va dire aujourd'hui, est-ce qu'ils ont abordé tel sujet, s'ils l'ont abordé, il faut que nous aussi on l'aborde, parce que sinon on va être mis de côté, et puis les codes d'écoute vont plutôt augmenter chez le voisin. Donc s'ils ont parlé de ça, nous aussi on doit en parler. Sauf que le voisin, c'est-à-dire le média en concurrence, se dit la même chose, il se dit ah tiens, eux ils ont parlé de ça, nous aussi on doit en parler. Donc finalement, tout le monde en vient à tricher les uns sur les autres, d'où le choix de la photo de Robert Doisneau que j'ai fait ici. Et ça explique d'une première façon, c'est la première raison, c'est la conséquence, pourquoi les mêmes infos finalement tournent à peu près toujours en boucle toute la journée. Si vous prenez au Québec les deux grandes chaînes d'information en continu, LCN qui appartient à TVA, donc à Québecor, et puis RDI qui appartient à Radio-Canada, donc là pour le coup c'est un média public qui appartient à l'État, majoritairement, eh bien, certes, il y a des différences, je ne dis pas que c'est exactement du pareil au même entre LCN et RDI, mais grosso modo, vous allez avoir quand même beaucoup de ressemblances, une homogénéité des nouvelles qui sont abordées, même si ensuite on verra des différences, et aussi surtout parfois dans le traitement de l'information, la manière dont l'information est traitée, mais grosso modo, vous allez avoir à peu près toute la journée là, les 5, 6, 7, 8 nouvelles qui tournent en boucle, comme si finalement il ne s'était passé que cela dans la journée. La deuxième raison qui explique la circulation circulaire de l'information, ou encore, pour le dire autrement, l'homogénéisation ou l'homogénéité des contenus journalistiques, comme Bourdieu le dit, c'est les sources d'information. Bourdieu, page 11, pose la question, il se dit, on est en droit de se demander comment ceux qui nous informent, c'est-à-dire les journalistes, comment eux-mêmes s'informent-ils. Alors évidemment, il y en a qui vont directement puiser l'information à la source, mais pour beaucoup en fait d'entre eux, ils s'informent auprès d'autres informateurs, c'est-à-dire d'autres journalistes. Hein, notamment des journalistes qui travaillent dans des grandes agences de presse. Je vous ai mis quelques exemples d'agences de presse au bas de la diapo, certaines aux États-Unis, Royaume-Uni, en France, et puis aussi au Canada et au Québec. Ces agences de presse sont comme des grossistes de l'information. C'est un peu l'équivalent de Costco, où on achète de l'information en gros. À Costco, on achète de la nourriture en gros. Les agences de presse vendent de l'information en gros à qui? À d'autres journalistes, à d'autres médias locaux qui vont littéralement acheter des articles, acheter des reportages pour les insérer dans leur grille de programmation, dans leur contenu journalistique. Sauf que si plusieurs médias qui sont en concurrence achètent le même article ou le même reportage, par exemple à AFP, Agence France Presse, au Québec, à peu près tous les articles à l'international, j'exagère un peu, mais en réalité ne sont pas écrits par des journalistes québécois du Journal de Québec, du Soleil, ou même de Radio-Canada, ou par des journalistes de TVA pour des reportages. Ils sont achetés par ces médias à AFP, l'agence France Presse, et donc vous allez retrouver finalement dans ces médias qui en principe sont en concurrence exactement les mêmes articles. Je vous ai mis une capture d'écran d'un article, donc c'est sur le site du Journal de Québec, mais en réalité l'article là, qui traite donc d'un fait divers en Inde, en fait n'est pas écrit par un journaliste du Journal de Québec qui a été envoyé en Inde. Un Journal de Québec, Québécois, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas assez de moyens pour envoyer un de leurs journalistes faire un reportage directement en Inde. Alors, ils ont le Journal de Québec l'a acheté un article qui provient d'AFP, mais sauf que peut-être le Soleil va acheter le même article, et donc vous allez finalement lire exactement le même article dans deux médias qui sont supposés être en concurrence les uns avec les autres. Ça explique donc d'une deuxième manière l'homogénéité des contenus journalistiques, ou encore, pour le dire autrement, la circulation circulaire de l'information. Enfin, la troisième raison, page 14 à 17 de votre texte 6, c'est ce que Bourdieu appelle les faux débats.
les débats à la télévision, hein, que l'on regarde parfois, Bourdieu pense que pour la plupart ils sont faux, c'est-à-dire ils donnent l'apparence d'être de vrais débats, mais en réalité ils ne le sont pas. Alors, parmi les faux débats, il y a deux types de faux débats. Il y a d'abord les débats qui sont vraiment faux. Les débats qui sont vraiment faux, ce sont des débats dans lesquels, enfin, ils ont l'apparence d'être un débat, dans lesquels c'est à peu près toujours les mêmes invités qui vont revenir, hein, de façon là, récurrente. Ce sont aussi ces invités parfois des gens qui vont masquer leurs relations amicales, donc ce sont en fait des amis dans la vie privée, mais devant les caméras, par exemple, ils vont se vouvoyer au lieu de se tutoyer, ils vont s'appeler par leur nom de famille au lieu de s'appeler par leur prénom, mais en réalité, dès que les caméras ont cessé de tourner, eh bien, ils s'appellent par leur prénom, et puis éventuellement, ils se donnent une tape sur l'épaule, et puis peut-être même qu'ils vont aller boire un café, une bière, ou aller manger un morceau ensemble. Lors de ces débats-là, ils vont, les invités, qui sont donc à peu près toujours les mêmes, entre guillemets, spécialistes qui reviennent, ils vont manifester des petits désaccords, mais ces désaccords, Bourdieu nous dit, sont souvent très limités, très superficiels, ils ne remettent jamais vraiment en question la base, hein, du débat ou les conditions dans lesquelles le débat est filmé. Alors je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, Denis Lévesque sur TVA, c'est un bon exemple qui vient illustrer les débats vraiment faux. Aux États-Unis, The View, vous connaissez peut-être. Et puis après, dans le paysage médiatique québécois, des gens comme Mathieu Bock-Côté, comme Denise Bombardier, comme Richard Martineau, comme Éric Duhem, etc., sont des gens qui vont comme ça revenir régulièrement dans les médias, qui vont donner leur avis, leur opinion sur à peu près tout et n'importe quoi, même si parfois ce sont des domaines dans lesquels ils ne sont pas qualifiés. Et ce sont des gens qui, bon, se connaissent. Si vous prenez par exemple Martineau au journal de Montréal et Québec, et puis sa conjointe Durocher, Sophie Durocher, qui écrit elle aussi dans des chroniques dans le même journal. Là, bon, c'est pas caché, leur relation n'est pas cachée, je ne dis pas ça, mais on est vraiment là dans un petit monde, hein, un très petit monde de gens qui se connaissent, d'interconnaissances, d'amis, qui partagent en fait à peu près toujours les mêmes vues, et qui d'ailleurs parfois, c'est l'ironie, vont dans leur chronique et dans leurs propos prétendre qu'il y a d'autres forces idéologiques qui sont infiniment supérieures et qui dominent le paysage médiatique, le paysage idéologique du Québec, alors qu'en fait ils écrivent dans les médias qui sont les plus consultés chaque jour par des centaines de milliers de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Après les débats vraiment faux, donc cela on sait vraiment là très rapidement qu'il n'y a pas vraiment de débat en fait qui est à l'œuvre, il y a plutôt des amis, des connaissances qui jasent entre eux, pour le dire en bon québécois. Il y a ensuite les débats qui sont faussement vrais. Alors, d'abord c'était les débats vraiment faux, maintenant c'est les débats faussement vrais. Vous voyez qu'encore une fois ici, Bourdieu se fait un malin plaisir là, de jouer avec les mots. Comme on l'a vu précédemment. Alors ces débats qui sont faussement vrais, ils sont plus durs à démasquer, parce qu'ils donnent l'illusion aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de l'improvisation. On a l'impression que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a vraiment une spontanéité qui est à l'œuvre, et qu'on assiste à quelque chose là d'authentique. C'est d'autant plus difficile à démasquer que ceux qui produisent ces débats-là, ceux qui animent ces débats-là, pensent eux aussi qu'ils sont authentiques, et ils pensent également, mais à tort selon Bourdieu, qu'ils sont objectifs. En réalité, il existe, écrit Bourdieu, toute une série de contraintes et de censures invisibles qui sont en fait très puissantes. D'abord, dans un débat télévisé, le temps est limité. Par exemple, on va discuter, je sais pas, du chômage, et on aura 15 minutes pour le faire. Il y aura 3 invités, 15 minutes pour discuter du chômage. Alors, est-ce que vraiment en 15 minutes, 3 personnes peuvent dire des choses intelligentes à propos d'un phénomène social aussi important que celui du chômage? D'autre part, le sujet est fixé à l'avance par le présentateur. Cela signifie que si on dit le chômage, il faut discuter de ça. Si vous acceptez en tant qu'invité de discuter et de participer à ce débat-là, vous ne pourrez pas arriver en disant le chômage c'est important, mais il faudrait plutôt peut-être penser à, je sais pas, les conditions qui favorisent par exemple le chômage, ou au contraire qui le défavorisent. On ne pourra pas changer. Le sujet, donc, il est fixé par avance, et on doit s'y plier. Il faut savoir également, c'est pas toujours le cas, mais que les questions
qui sont posées à des invités. C'est souvent plus vrai lorsque les invités sont des personnalités connues et entre guillemets importantes, donc des chefs d'État, des premiers ministres, etc. Les questions sont bien souvent posées à l'avance. Et derrière, par exemple, le président français, qui chaque année se commet, entre guillemets, dans une entrevue pour répondre à toutes sortes de questions. En réalité, les questions ont été posées bien à l'avance. Il y a toute une équipe de communication derrière qui a reçu les questions. Parfois, il y a des questions qui sont renvoyées à l'envoyeur, si vous me permettez l'expression, en disant bon, cette question-là, elle est tendancieuse, reformulez-la. Ou au contraire, cette question, on n'y répondra pas, c'est-à-dire le président n'y répondra pas. Donc, il y a tout un travail de sélection des questions et puis les réponses qui sont aussi préparées par les équipes de communication. Donc, lorsqu'on voit ensuite le Premier ministre ou le président de tel ou tel pays qui a l'air très fluide, enfin, c'est pas toujours le cas en réalité, mais qui, mettons, est très fluide et puis donne des chiffres et puis a l'air comme ça très convaincu, très pertinent, on se dit oh waouh c'est impressionnant, mais en réalité il a fait ce que vous faites avant un examen, c'est-à-dire qu'il a relu ses notes qui ont été préparées par son équipe de communication. Donc c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours le cas, mais parfois les réponses sont écrites à l'avance et donc l'invité il répète finalement la réponse qu'on lui a préparée. Il y a ensuite toutes sortes de conditions, de contraintes, comme la bienséance, hein, des choses qu'on va dire à la télévision, au contraire des choses qu'on ne va pas dire, parce que on sait que si on les dit, on risque de on risque de choquer, on risque d'être mal vu, d'être critiqué, etc. Donc on va se tenir d'une certaine façon, on va employer un certain niveau de langage, en tout cas si on en est capable, on va faire preuve de politesse, en tout cas bon, le plus possible, c'est pas toujours le cas, dépendamment aussi des émissions dont il est question, il y a parfois des émissions qui au contraire vont plutôt favoriser un autre type de langage, un autre niveau de langage qui peut inclure aussi parfois bon, des insultes ou des mots vulgaires. Mais de manière générale, on va quand même s'auto-censurer. Si demain vous êtes invité à un débat et on vous demande votre avis sur, mettons, la Covid, je sais pas, bon, ça c'est un truc qui m'est venu comme ça en tête parce que c'est ce qu'on vit, mais bon, déjà premièrement, vous n'êtes pas un spécialiste de la question. Deuxièmement, vous n'êtes jamais passé à la télé, ou peut-être, enfin, certains vous êtes déjà passé, mais vous n'êtes pas un spécialiste, vous n'êtes pas un professionnel de l'information et de la télévision, donc vous allez vous sentir nécessairement un peu stressé, voire anxieux, et puis vous allez essayer de vous maîtriser en disant il faut que j'emploie un certain type de langage, je vais essayer d'avoir l'air sérieux, d'avoir l'air ceci, d'avoir l'air cela. D'autre part, j'en suis là au 1, 2, 3, 4, 5e c'est la 5e petite flèche dans la liste des contraintes, les règles du jeu vont être aussi variables selon le statut social de l'invité. Si vous êtes invité dans un débat mais qu'à côté de vous, l'autre invité c'est une personnalité bien connue, respectée, etc., populaire, il se peut, même inconsciemment, que l'animateur ou que le journaliste qui anime le débat soit plus sympathique à l'égard de la personne qui a un statut social plus élevé que le vôtre. Et ça se peut très bien aussi qu'on lui donne davantage la parole. Donc la distribution de la parole sera arbitraire et pourrait traduire inconsciemment même, hein, de la part de l'animateur, un préjugé favorable ou au contraire défavorable à l'égard de tel ou tel invité en fonction de la manière dont il s'exprime, de son statut social que l'on va juger à tort ou à raison comme étant plus ou moins pertinent et donc on va lui donner plus ou moins la parole. Le non-verbal, Bourdieu en parle bien dans le texte également, toutes les attitudes, toutes les expressions corporelles, hein, les bras croisés, quand on écoute quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, ça traduit plutôt justement un désaccord, ça peut se faire inconsciemment. Ce non-verbal va soit encourager la personne à qui on pose une question, ou au contraire va la décourager. Bon, là c'est plus du non-verbal, mais dans le texte, Bourdieu aborde le merci, hein, le merci qui vient clore une intervention, la façon dont le merci va être dit, ça peut être un merci qui encourage, hein, qui dit bah, merci d'avoir dit ce que vous aviez à dire, c'était intéressant, ou au contraire un merci très sec, avec une expression faciale différente, pourrait au contraire vouloir dire plutôt que ok bon ça suffit maintenant, arrêtez de parler, c'était pas intéressant, c'était pas pertinent. Alors qu'il y a juste un merci qui a été dit, mais la manière dont il a été dit pourra traduire là encore des préjugés de la part inconsciemment là de la part de l'animateur ou du journaliste. Bref, j'en ai parlé, mais le rapport de force il est inégal entre le professionnel de l'information et le profane. Le profane, c'est vous et moi qui nous retrouvons éventuellement dans un débat télévisé alors qu'on n'est pas habitué à ça. Quand on regarde une émission comme Tout le monde en parle, qui est l'émission, une des émissions les plus regardées au Québec chaque semaine,
Bon, déjà, premièrement, tout le monde en parle. C'est une émission qui est enregistrée à l'avance, en tout cas jusqu'à récemment. Euh, et il y a toute une sélection qui se fait, hein. Donc, les invités qui se retrouvent sur le plateau, beaucoup sont habitués des plateaux. C'est normal pour eux, comme pour moi, c'est normal de vous faire court et de me retrouver devant 40 personnes qui m'écoutent tous les jours parce que je fais ça depuis des années, c'est mon métier. Alors, c'est la même chose pour les professionnels de l'information. Ils sont à l'aise, leur habitus, hein. Leur habitus est adapté à ces situations-là, ça coule de source, c'est naturel, alors que pour d'autres personnes qui ont peut-être des choses très intéressantes à dire, mais qui sont gênées, dont l'habitude justement n'est pas adaptée à cette situation-là, qui est nouvelle et qui peut être stressante, qui peut leur faire un peu peur, eh bien ça va venir les enfoncer davantage, puisque ils vont peut-être balbutier, ils vont moins bien s'exprimer, et même si ce qu'ils disent est peut-être très intéressant, malgré tout, la manière dont c'est dit et la manière dont ils sont perçus, hein, inconsciemment par les autres invités, peut venir en fait les discréditer, hein, jeter un discrédit sur leurs propos, même si leurs propos sont peut-être encore une fois très, très intéressants. Pour terminer cette première capsule, c'est la dernière flèche de ce qui est à l'écran actuellement. Le plateau télé, finalement, c'est une mise en scène, hein. Il y a des caméras, parfois il faut se tourner vers telle ou telle caméra, il y a des projecteurs, on met du maquillage. Donc c'est un peu finalement, c'est un peu comme au cinéma, c'est un peu comme au théâtre, c'est beaucoup moins authentique, c'est beaucoup moins vrai que ça n'en a l'air. Alors voilà, ça clôt pardon, cette première capsule. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la réécouter et à m'écrire si vous avez des questions. Elle sera suivie d'une seconde capsule qui va traiter des points 3 et 4. Merci de votre attention et à bientôt. Vas-y, étudie.